Jean-François Coulombe, bonsoir, merci d'être avec Bonsoir. nous. Vous sortez à peine de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Les motions de censure déposées par votre groupe La France Insoumise et aussi par le Rassemblement national contre le Mercosur étaient en cours d'examen et elles ont été rejetées sans surprise. Est-ce que vous pouvez nous faire un compte-rendu rapide de l'audience et nous dire quand même, est-ce que vous étiez déçu ou est-ce que vous vous attendiez à ce rejet ? On pensait que la motion serait rejetée avec davantage de voix en faveur du gouvernement. Et puis finalement, on ne l'a perdu qu'à 32 voix. Donc c'est quand même plutôt, de notre point de vue, une victoire, même si, bien évidemment, on comprend que ce qu'elle met en lumière, ce rejet de notre motion de censure, c'est le fait, encore une fois, que le Parti socialiste a dealé avec le gouvernement Lecornu pour éviter son départ. Et ça, c'est effectivement, bien évidemment, une grande déception. Mais les observateurs comprendront en fait qu'il y a là une négociation pour des places, pour se maintenir, pour éviter cette menace qui a été brandie comme un chantage par Macron et Lecornu, de dissoudre l'Assemblée s'il y avait une censure du gouvernement. On va parler de tout ça, mais justement, on va revenir sur la position du Parti socialiste. Olivier Faure a dit sur le plateau de BFM il y a quelques jours qu'il n'existe pas un pacte de non-censure entre le PS et le gouvernement. On l'écoute. Il y a une échéance. Pourquoi il n'y aura pas de pacte ? Non, quand il n'y a pas de majorité, le gouvernement a une obligation sur chaque texte trouver une majorité. Eh bien, ce que je dis ce soir, c'est qu'il n'y aura pas un pacte définitif pour le gouvernement Lecornu, avec une forme de solde de tout compte, et qui lui permettrait de faire ce qu'il veut jusqu'à la fin. Non, sur chaque texte, il sera obligé de discuter, de négocier, parce qu'il n'a pas de majorité et que nous n'en avons pas davantage. Mais à la fin, Olivier Faure, vous ferez quoi ? Les Insoumis déposeront probablement une motion de censure, le RN probablement aussi. Est-ce que vous la voterez ou pas ? C'est ça la question. Tout dépendra de ce qui est posé par le gouvernement. Quelle que soit la voie qu'il utilisera, il sera à un moment contraint de mettre sur la table sa propre copie. Et à ce moment-là, nous jugerons sur la copie elle-même. Qu'est-ce que vous lui répondez, Jean-François Coulombe ? Vous voyez, votre titre en bandeau, c'est « Les députés ont-ils peur du peuple ?» Eh bien oui, nous avons là affaire à des députés d'un groupe qui ont peur du suffrage, qui ont peur du peuple, qui ont peur de revenir devant les électrices et les électeurs. Et c'est la raison pour laquelle ils sont tenus, en quelque sorte, par une sorte de laisse qui les rend incapables de pouvoir être dans la mission et la représentation du peuple qui les a élus. Parce que je rappelle encore une fois que ces députés Parti socialiste ont été élus sous l'étiquette NFP, qui avait un programme de rupture et de gauche plutôt radicale, qu'ils ont définitivement trahi en s'associant avec le gouvernement. Prenons l'exemple de la ville dont je suis le député, Chambéry, pour laquelle il y a un enjeu très important pour les municipales. Eh bien, dans cette ville dont le maire sortant a appelé à voter Macron dès le premier tour de 2022, alors qu'il y avait, je vous le rappelle, une candidate Parti socialiste, eh bien désormais, ils font alliance, ce maire-là fait alliance avec le Parti socialiste pour les municipales. Donc vous voyez, il y a une sorte de convergence vers la droite affairiste libérale qui est désespérante pour toutes celles et ceux qui pourtant les ont élus pour représenter une alternative à la Macronie. Et là, à défaut d'alternative, ils ont le prolongement dans la souffrance de ce gouvernement qui est dans une forme de naufrage, de très longue agonie, qui est devenu très pénible et qui risque de durer jusqu'aux élections présidentielles de 2027. Donc nous sommes fidèles, la France Insoumise est fidèle aux engagements pris devant les électrices et les électeurs, et donc nous ne sommes pas d'accord du tout avec cette politique Lecornu, et nous le manifestons avec des motions de censure et les rejets de textes. Selon vous, il fallait s'y attendre que le PS n'allait pas voter la censure ? Ah mais bien sûr, à aucun moment ces gens-là n'ont utilisé la menace de la censure contre quoi ? Ils n'ont aucun moyen de pression contre Lecornu. À partir du moment où vous avez trahi et que vous avez, mis un pied en quelque sorte dans la compromission, et le compromis, eh bien c'est très difficile de s'en extraire. Et Olivier Faure dit qu'il n'y a pas de pacte de non-censure. Oui, alors ils vont faire quoi ? Ils vont censurer au moment où finalement ils auront gagné suffisamment de temps et ils censureront 15 jours avant les présidentielles de 2027. Ça n'a pas de sens. Les Françaises et les Français souffrent maintenant. Je prends les agricultrices et les agriculteurs qui manifestent aujourd'hui dans toute la France.
dont les représentants syndicaux sont appréhendés par la police lorsqu'ils ne sont pas battus par les forces de l'ordre. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut réagir contre le Mercosur, notamment. Puisque... Oui, mais justement, sur cette question du Mercosur, Emmanuel Macron, il a suivi l'avis de l'Assemblée. Il n'a pas voté cet accord à l'Union européenne. Oui, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'en réalité, il a gagné du temps pour, à la fin, dire au dernier moment, alors qu'on voit bien que Van der Leyen et l'Union européenne s'apprêtent à faire passer de force, y compris même peut-être sans le vote du Parlement européen, on voit bien qu'on a là affaire à des lobbies extrêmement puissants, ceux du libre-échange avec les États d'Amérique du Sud, et que de toute façon, quand bien même maintenant, au dernier moment, au crépuscule de toute cette séquence, Macron devient en quelque sorte l'allié d'une forme d'agriculture respectueuse de l'environnement, de la dignité et du pouvoir de vivre décemment de son activité, de toute la profession agricole, c'est trop tard, c'est trop tard. Vous le censurez parce qu'il a trop tergiversé sur le Mercosur, in fine. On savait depuis le début qu'il était pour cet accord de libre-échange, puisqu'il y a encore quelques semaines, il disait que c'était formidable pour le monde agricole. Donc il n'y a que mensonge et tromperie avec ce gouvernement et Emmanuel Macron. Donc nous n'avons absolument aucune raison de faire confiance à un président de cette nature. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, nous, c'est la censure tout de suite. D'ailleurs, je tiens à rappeler que, contrairement à ce qu'affirmait Sébastien Lecornu il y a encore quelques heures à peine dans l'hémicycle, il se prévaut en quelque sorte d'une forme de légitimité que nous lui refusons, que nous lui renions. Il n'a pas de légitimité, puisqu'encore une fois, il a été nommé alors Premier ministre, alors qu'encore une fois, le bloc le plus représentatif d'une forme de majorité politique, c'était celui du NFP. Donc on attend toujours le ou la première ministre NFP. Il ne se produira jamais une nomination d'un Premier ministre qui représente le groupe politique et qui était à l'époque, même si maintenant il a été un peu atomisé par le reniement du Parti socialiste, mais enfin vous voyez, il y a maintenant une convergence en quelque sorte vers la Macronie de tout le bloc PS. Mais justement, si on parle de Sébastien Lecornu, lui, il a agité le torchon de la dissolution vendredi pour mettre un petit coup de pression aux députés et les dissuader de bloquer les débats sur le budget. Il a même parlé d'élections législatives en lieu et place des municipales, à savoir les 15 et 22 mars prochains. Est-ce que vous y croyez ? Bon alors, moi, j'y crois pas parce que ce serait tellement difficile à réorganiser toute cette séquence qui s'annonce avec, là, dans toutes les communes de France, les 36 000 communes de France se préparent à organiser et faire se dérouler les élections municipales. Ce n'est encore une fois qu'une basse manœuvre de chantage pour faire peur. Et pour faire peur à qui ? Pour faire peur à ceux qui ont peur de retourner devant les électrices et les électeurs. Et qui sont-ils ? Eh bien, c'est essentiellement, dans l'ensemble de l'arc de l'hémicycle, le Parti socialiste et les Républicains. Les deux ont à perdre en cas d'élection. Les uns parce qu'ils ont trahi, les autres parce qu'ils sont finalement insipides par rapport à un positionnement politique singulier entre le Rassemblement national, que la plupart ont rallié d'ailleurs, sur toutes les thèses racistes et néolibérales, et puis la Macronie, où finalement on considère que le bloc macroniste comporte les Républicains. Donc ces deux composantes politiques de notre pays ne servent à rien en réalité, si ce n'est à prolonger l'agonie de la Macronie. Mais vous, la France Insoumise, vous avez aussi beaucoup à perdre si vous retournez devant les urnes, parce qu'il n'y aura plus l'alliance du Nouveau Front Populaire qu'il y a eu en 2024, il n'y aura plus l'alliance de la gauche. En tout cas, pour l'instant, ça me semble mal barré. Vous aussi, vous avez à perdre. Vous pouvez le considérer de cette manière, mais en réalité, nous, ça ne nous fait pas peur de retourner devant le suffrage populaire. Parce que nous sommes droits dans nos bottes, nous avons le sentiment d'avoir été loyaux et avoir représenté de façon plutôt efficace depuis les élections de 2024. On se bat pied à pied sur tous les sujets pour lesquels nous considérons qu'il faut nous opposer. Et nous sommes donc finalement les seuls véritables opposants à ce gouvernement Lecornu. J'aimerais revenir sur les propos d'Emmanuel Macron lors de ses vœux pour l'année 2025. Le président a dit regretter la dissolution. On va l'écouter tout de suite. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité
commande de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il menace d'une dissolution alors même qu'il dit regretter celle de 2024 dans le même temps? C'est un peu flou. Parce que vous venez de le dire, en même temps. C'est le en même temps macroniste où finalement il n'y a pas de boussole. En quelque sorte, on passe du plus au moins dans la même journée ou pratiquement dans la même phrase. Parce qu'il dit regretter la dissolution. En réalité, il regrette le résultat de la dissolution. Il ne regrette pas la dissolution. Puisqu'on sait bien, on se souvient quand même que 27 instituts de sondage sur 27, en 2024, lui garantissaient qu'une dissolution apporterait à la France un gouvernement qui aurait eu une légitimité par sa majorité du Rassemblement national. Ça a été un échec total, on l'a bien vu, et c'est ça qui l'a déçu. Parce que lui, c'était son objectif, c'était son plan, en quelque sorte, c'était de dire, vous voyez, vous ne pouvez pas décemment continuer avec un gouvernement Rassemblement national. Donc, en 2027, vous voyez, il faut absolument revenir à la raison et revenir à Macron, quoi, ou à ses homologues. On va parler maintenant du budget et pour le faire passer, le PS, encore lui, souhaite utiliser le 49.3 alors que c'était une ligne rouge pour Sébastien Lecornu. On écoute François Hollande sur le plateau de France Info dimanche. Quelle procédure ? Donc j'y reviens. Est-ce que le budget peut être voté par une majorité ? Il n'y a pas de majorité. Est-ce qu'il y a une opposition ou des oppositions qui peuvent se substituer au gouvernement actuel et former un nouveau gouvernement ? Non. Donc à partir de là, il y a une procédure qui s'appelle le 49.3. Je vais venir sur le 49.3, puisque comme président de la République, je l'ai utilisé. Je sais que ce n'est pas une procédure qui est particulièrement enthousiasmante, mais il se trouve là, dans la situation dans laquelle on est, quelle est la seule procédure qui permet démocratiquement de faire adopter le budget. Mais vous avez supplié le Premier ministre de ne pas l'utiliser, le 49.3. Mais c'était nécessaire dans un premier temps, et ça a permis au projet de loi de financement de la sécurité sociale d'être adopté. Et c'était nécessaire pour qu'il puisse y avoir, autant qu'il était possible, une discussion parlementaire ouverte. Et elle l'a été. J'ai cité 2 mois et demi. Bon, après, on constate qu'il n'y a pas de possibilité de voter. Les socialistes ne voteront pas le budget. Les écologistes ne veulent même pas s'abstenir sur le budget. Les communistes, pas davantage. LFI, le Rassemblement national, veulent voter contre. Là, c'est le pacte de non-censure des donc socialistes. C'est le pacte de non-censure. À partir de là, c'est au gouvernement de s'engager. Alors, il ne faut pas qu'il s'engage à la légère. Mais pourquoi vous lui demandez pas ce matin ? Et son but n'est pas d'être censuré, il faut qu'il fasse un compromis avec les socialistes. Jean-François Coulombe, qu'est-ce que vous pensez de cette solution de l'utilisation du 49.3 ? Moi, ce que je vois dans les propos du président Hollande, c'est qu'ils viennent de traverser une longue et interminable séquence où ils n'ont fait que croquer la carotte que leur tendait le gouvernement. Et maintenant, pour s'absoudre en quelque sorte de cette compromission, ils demandent à prendre quelques coups de bâton, le 49.3. Pour nous, c'est en quelque sorte le bâton, pour pouvoir expliquer, justifier, légitimer, on va dire, le fait qu'ils puissent avoir quelque opposition que ce soit avec ce budget. Mais encore une fois, ce budget-là, il est le fruit, il est la résultante en quelque sorte de toutes les compromissions que n'ont cessé d'avoir les socialistes pendant tout l'examen, l'interminable examen de ce PLF et du PLFSS également. Et que ce soit le PLF et le PLFSS, la réalité, c'est que dès le début, on a vu que les comptes n'y étaient pas. Parce que finalement, le renoncement du Parti socialiste, puisqu'il a voté dans ce sens avec le gouvernement, à prélever suffisamment parmi celles et ceux qui peuvent contribuer à l'intérêt général, ce renoncement-là entraîne maintenant le fait qu'on puisse justifier des économies qui vont porter sur les services publics, qui vont porter sur l'aide sociale, sur énormément de budgets, comme par exemple le sport, puisque ces gens-là ont quand même voté pour le projet de loi JOP des Jeux Olympiques 2030, vous voyez, main dans la main avec le gouvernement, alors que finalement, ce projet de loi, lui, il retire 270 millions au programme, je prends que cet exemple, au programme sport, jeunesse et vie associative. Donc vous voyez, ce n'est absolument pas cohérent et ils ne font que chercher à faire durer en quelque sorte la séquence parce qu'ils ont peur, effectivement, de la menace qui est brandie d'une dissolution. Mais on voit bien qu'on est dans une impasse là, au niveau du vote du budget. Quelle est votre solution ?
Ah bah nous, de toute façon, le 49.3 va être utilisé parce que, alors que c'était la ligne rouge que brandissait le Parti socialiste, hein, le 49.3... Et Sébastien Lecornu également. Oui, eh ben, ils le brandissent, qu'ils fassent un 49.3, et nous répondrons comme c'est dans la légitimité et le cas normal d'une opposition à ce gouvernement, nous répondrons par une motion de censure. Et on verra bien à ce moment-là qui la votera ou ne la votera pas. Eh bien, on suivra cette actualité politique aux médias. Merci Jean-François Coulombe d'avoir été avec nous.